Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, nous allons parler de patrimoine, le patrimoine urbain et architectural, en l'occurrence celui des villes de Rabat et de Salé. Au-delà des murs, des bâtiments, de leur beauté et de leur esthétique, le patrimoine urbain est une mémoire collective, notre mémoire, notre repère et notre ancrage historique et civilisationnel dans un monde au changement vertigineux et parfois en perte de repères. C'est dans cet esprit que s'inscrit le colloque international organisé le 5 juillet par l'association Rabat Salé Mémoire en partenariat avec l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture sous le thème « Quel rôle pour la société civile dans la politique du patrimoine culturel ?» Un colloque couronné par la signature d'un accord de coopération entre cette association et l'ICESCO. Depuis sa création en 2014, l'association Rabat Salé Mémoire milite pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, architectural, urbain, paysager et immatériel des deux villes à travers la sensibilisation de tous les acteurs de la société, qu'ils soient publics ou privés, autorités, spécialistes et de façon plus large le grand et le jeune public. Et pour parler du patrimoine, de son importance, de sa sauvegarde, mais aussi des actions et de l'engagement de l'association Rabat Salé Mémoire, nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Fikri Ben Abdallah, architecte et président de l'association Rabat Salé Mémoire. Monsieur Ben Abdallah, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Abdallah, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par parler de l'actualité, celle de l'association avec le colloque organisé le 5 juillet avec l'ICESCO. Pourquoi vous avez choisi de débattre de ce thème et du rôle de la société civile dans la politique du patrimoine culturel, alors qu'il y a aussi le rôle des pouvoirs publics, mais la société civile? Je pense que, de prime abord, nous avons été honorés par cette activité organisée en partenariat avec l'ICESCO sous l'égide de son directeur général Seyed El-Melek. Naturellement, il est important de considérer que dans toute démarche, dans tout développement de l'action des pouvoirs publics et parfois même du mécénat privé, la société civile doit apporter, dans le domaine du patrimoine ou dans un tout autre registre, doit apporter sa contribution, doit apporter parfois même son expertise, parfois aussi, souvent, sa vigilance envers certaines déviations. Oui. Et nous sommes donc à la recherche d'une reconnaissance approfondie du rôle de la société civile et les contingences de la relation que nous avons avec l'ICESCO ont amené ce projet qui s'est tenu le 5 juillet dernier, donc il y a bien 2 jours. Et nous considérons que la participation particulière des associations forces qui président par leur contribution au devenir du patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel. Je veux particulièrement insister sur les gens qui sont proches de nous. L'association Ribat El-Fath, présidée par notre maître c'est Abdelkrim Benani et notre autre maître c'est Nordin Chmaou pour Amir Qraq, ainsi que la signification importante, la présence du collectif Maroc Mémoire que nous avons créé et qui regroupe 8 associations, et pas des moindres, entre Tanger, Tétouan, j'ai toujours peur d'en oublier quelques-uns, Tanger, Tétouan, Fès, Marrakech, El Jadida, Esfi, Casablanca, naturellement, qui est pionnière dans le domaine de la préservation du patrimoine. Et donc tout ce beau monde était réuni lors de ces assises qui ont été couronnées, et nous sommes assez fiers, qui ont été couronnées par la signature d'une convention. Et de quelle nature a cette convention? Alors, vous parlez d'une convention nouvelle génération, pourquoi vous l'appelez ainsi? Qu'est-ce qui est nouveau dans cette convention? Ce qui est nouveau, c'est que nous avons affaire à une organisation non gouvernementale, de forte audience dans le monde islamique, et qui est à la recherche, à travers ce monde islamique, de partenariats. Et je pense que cette convention est une convention fondatrice d'une nouvelle vision du patrimoine, d'un nouvel élan initié par l'ICESCO, qui cherche d'abord à
se démarquer en partenariat avec l'UNESCO pour qu'il y ait un meilleur équilibre de la prise en compte, de la présence du patrimoine qui est présent dans les pays islamiques, et que, ne serait-ce que le déséquilibre très important entre les sites qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO, entre ceux qui sont dans le Nouveau Monde, dans le monde occidental, et ceux qui existent et qui ont besoin d'une reconnaissance, dans les pays islamiques notamment, je pense que l'ICESCO est en train d'œuvrer pour qu'il y ait une meilleure parité, et elle le fait savamment, de concert avec l'UNESCO. La société civile, elle, doit être présente, doit être consultée, parce que c'est un substrat humain, parce qu'il est riche, parce qu'il est fidèle, et que dans tous les domaines de la vie, au-delà de la question du patrimoine, c'est un levier essentiel pour mener des actions de qualité dans la préservation, aussi bien de la préservation du patrimoine matériel que le versant immatériel. Je sais que la question du patrimoine elle est globale, elle concerne tout le Maroc, matériel, immatériel, mais aujourd'hui on va mettre les projecteurs sur la ville de Rabat et de Salé, que vous connaissez très bien, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, beaucoup milité, même avant la création de l'association. Quelle est la particularité du patrimoine architectural ? Je parle à l'architecte, urbaniste et paysager de Rabat Salé. Rabat est une ville magnifique. Quelle est sa particularité? On se sent bien, il y a de bonnes ondes, mais ça doit trouver son explication dans l'urbanisme. Et est-ce que Salé a été un petit peu négligé dans son développement? Probablement, mais peut-être beaucoup moins aujourd'hui, très honnêtement. Je pense qu'il y a la contingence, il y a une volonté royale qui est déterminante dans l'action sur la préservation et le développement du patrimoine architectural, urbain et notamment immatériel aussi. Rabat Salé, nous nous positionnons au centre dans cet entre-deux qu'est le bourg grec. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qui se disent entre Rabat, Nasdiel-Sla ou Nasdiel-Rabat. D'anecdotes et beaucoup de... Ces anecdotes, elles sont plaisantes, mais kafa, yani. Et je pense qu'il faut donner du sens à cette réalité physique, infrastructurelle, humaine, sociologique qui lie les deux villes autour de ce fleuve et non pas de part et d'autre du fleuve. Pas qui sépare, Et nous, pour résoudre un peu cette équation un peu maligne, nous disons que nous sommes, à Rabat Salé Mémoire, les enfants de la ville du bourg grec, n'est-ce pas? Rabat a son rôle politique, administratif déterminant, mais il existe cette espèce de socle qui est Rabat Salé, parce qu'il y a une grande forêt de Marmora, parce qu'il y a un fleuve, parce qu'il y a une façade atlantique, parce qu'il y a les principales représentations élues de la nation, parce qu'il y a les grandes universités, les premières, les pionnières dans tous les domaines artistiques, juridiques, scientifiques, parce qu'il y a aussi les principales, disons, représentations culturelles des ambassades, et puis aussi parce qu'il y a des militants de souche et qui ont à cœur, d'un côté ou de l'autre, d'aller vers une convergence et une meilleure ville et un meilleur patrimoine. À l'image, on est en train de passer des images de l'aménagement de la vallée du bourg grec et celle de la marina. C'est un projet magnifique, structurant, parce que les deux villes, pour une fois, se partagent le même projet, et la marina, les infrastructures sont de part et d'autre, à part égale, et ça a profité aux deux villes, et ça a transformé les deux villes. Parce que quand on est sur le pont, et puis le soir, quand on voit avec tout ce qui est changé, c'est une transformation totale, et c'est dans le respect des règles de l'urbanisme. Bon, on voit aussi le grand théâtre qui est en chantier, mais Rabat, c'est une ville qui s'est transformée beaucoup ces 20 dernières années, et vous militez pour justement la sauvegarde de son patrimoine, mais aussi pour sa modernité, et que les deux ne sont pas contradictoires. Pourquoi vous avez créé en 2014 l'association, alors que vous étiez toujours dans l'engagement et le militantisme? Pourquoi vous avez eu besoin de ce cadre
Je vais vous expliquer. Vous avez il y a sous, naturellement, l'orientation royale, déterminée dans les années 2000, Oui. ce grand projet du bourg grec. Il est fondateur de cette vision Oui. unificatrice et juste en termes de développement et en termes d'humanité. Et j'ai eu le bonheur, sous la direction de Marhoum Zien Belfqi, d'être l'un des architectes, aux côtés de Rachid Andalousi, de Jacques Barbier notamment, et d'autres spécialistes, pour ne pas nous arroger injustement la couverture. Nous avons participé à et nous avons participé dans une vision fondatrice, nouvelle, d'unification à l'échelle du territoire. Et nous avons créé Rabat Salé Mémoire parce qu'on ressentait qu'il y avait des vocations unidirectionnelles et que ça ne pouvait plus durer. Et sachez, pour la bonne histoire, que lors de la création de Rabat Salé Mémoire en 2014, il y a deux personnes clés. Il y a Si Abdelkrim Ben Nani, président de Rabat al-Fath, et c'est Nourdine Chmaou, président de Amir Qaraq, qui sont membres fondateurs de Rabat Salé Mémoire. Et à partir de là, la magie a pris, et nous avons aujourd'hui une association qui, malgré les difficultés de financement, malgré les ressources et les aléas de la militance, nous avons créé une association qui est à l'origine d'un événement qui s'appelle les Journées du patrimoine. Oui. L'événement, au-delà de la galactique Mawazine, qui est fait avec les moyens que nous savons et qui est un événement magnifique, il y a les Journées du patrimoine qu'on peut considérer comme étant l'un des deuxièmes éléments d'animation de la vie culturelle. Vous en êtes à quelle édition Nous en sommes à la 5e édition. Parce qu'il y avait le Covid. Le Covid, naturellement, a fait son œuvre et malheureusement, nous n'avons pas pu restituer la même expérience. Mais sachez que c'est un événement qui est fait sur les multiples territoires que nous avons définis, qui sont la Médina de Salé, la Médina de Rabat, le Jardin d'Essai, le centre-ville de Rabat, l'Oudaya, le Bourgreg, Allah men kun shay nsit shi haja. Et donc, nous avons des équipes de jeunes et de moins jeunes, qui sont médecins, qui sont étudiants, qui sont commerçants, et qui adhèrent à un territoire et qui projettent leur propre vision de l'animation. C'est-à-dire que, à mon âge, à celui qui est le mien, je ne peux pas imposer, ni moi ni mes pairs du bureau, une vision du jardin d'essai comme celle qui appartient aux jeunes. Il y a le numérique, il y a le digital, il y a une façon, il y a la musique. Et tous ces éléments concourent au fait que nous avons 5 ou 6 territoires, Ténardo, Anin Wahid, et qui donnent cette magie pendant quelques jours avec un élément important, ce sont les visites guidées auxquelles participent des experts, bénévolement des experts de très haut rang, mais aussi l'académie, l'académie régionale du ministère de l'Éducation nationale, puisque nous formons des enseignants et puis que nous invitons des milliers d'élèves de divers systèmes éducatifs qui sont à Rabat et à Salé et qui se meuvent dans ces territoires pour apprendre qui découvrent et qui apprennent. Et développent le réveil au patrimoine. Absolument. Il y a beaucoup d'axes qu'on doit aborder et le temps passe vite. Le Maroc, on l'a dit, a déployé beaucoup d'efforts en matière de préservation du patrimoine, matériel, immatériel, mais nous savons que malgré tous les efforts, l'implication de l'État et du secteur privé, d'ailleurs, la société civile reste faible. Comment jugez-vous aujourd'hui la politique patrimoniale et culturelle du Maroc de façon générale? Et où est-ce qu'on en est de la reconnaissance de la culture comme un droit humain et comme un vecteur de développement? On commence à entendre parler aujourd'hui de culture comme créateur de richesse, comme levier de croissance. Avant, c'était du superflu, quelque chose qui est secondaire, un luxe à la limite, alors que c'est un droit humain. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Si vous permettez, je vais amener une réponse indirecte à votre propos. Auparavant, l'intervention dans le domaine de la restauration ou de la préservation ou du développement du patrimoine touchait quelques bâtiments emblématiques, quelques monuments
clés à Salé, à Rabat et dans d'autres villes, à Marrakech, à Tétouan et Larélé. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand on intervient dans une médina, on le fait avec des milliards de dirhams. Ce sont des enveloppes qui sont très importantes et qui sont investies non pas seulement pour préserver, sauver et mettre à niveau certains bâtiments emblématiques, mais bien au contraire pour tendre la main à ces joyaux universels, mais parallèlement, on s'occupe de l'ensemble du tissu connectif et on a une vision qui, aujourd'hui, s'apparente à une véritable démarche infrastructurelle. Aujourd'hui, les enveloppes définies par l'État pour intervenir dans le cadre de conventions royales, notamment dans les sites patrimoniaux, sont énormes. Et à ce titre, donc, on peut considérer que la politique vis-à-vis étatique, notamment des pouvoirs publics, en matière de préservation des sites ou des groupements patrimoniaux, est à l'égal de ce qui se fait pour les aéroports, pour les ports, pour les transports, pour l'infrastructure en général. C'est une dynamique globale d'un pays on est loin, entier. Oui. On est loin d'avoir atteint un rythme de croisière force qui puisse préserver, qui puisse définitivement mettre à l'abri le patrimoine, mais je pense qu'il y a des changements. Oui, mais la prise de conscience est là et le cap est là. Alors, vous avez parlé de bâtiments ou de patrimoine emblématique. Et ça, avant qu'on l'oublie, je voudrais parler, en dehors de votre action au sein de l'association en fait, que vous présidez. Vous êtes architecte et vous avez travaillé sur 2 très beaux projets, celui de la restauration de Qarawiyyin et celui du musée de Nejarine. C'est vraiment, là, c'est des emblèmes de notre patrimoine, du coup, architectural. Effectivement, je pense que, merci de le souligner, vous êtes, en tant que journaliste, bien renseigné. Alors, c'est vrai que l'intervention sur le Qarawiyyin et sur Nejarine ont été de grandes écoles pour moi et pour la collectivité du projet, initié par Mohamed Karim Lamrani, rahimallah, concernant Nejarine, et puis par le ministère des Habous pour ce qui est de Qarawiyyin. Oui. Et nous avons œuvré dans une forme de méthodologie. Je pense que, raisonnablement et bien modestement, l'équipe à laquelle j'appartenais, puisque j'étais en front line, l'équipe à laquelle j'appartenais a initié une méthodologie de travail qui a fait école et qui a pu aider probablement à une approche plus rigoureuse et plus ciblée pour rendre à certains bâtiments leur valeur d'antan. Oui. Maintenant, le problème sur lequel il faut s'attarder, c'est que ce que je disais à l'instant sur les moyens mis en œuvre pour mettre à niveau, préserver, tendre la main aux ensembles historiques et à leur population, à leur devenir, non pas seulement culturel, mais à leur devenir économique, par la création d'emplois, par le déploiement du tourisme, faire en fait le patrimoine, le considérer comme étant un véritable vecteur de développement économique. Il manque quelque chose de très important, c'est au niveau de la programmation. C'est simple d'intervenir sur un bâtiment, de financer sa mise à niveau, de le terminer, sans que un certain nombre de dispositions qui sont la formation, qui sont le management, qui sont les ressources qu'on met en place pour investir et donner une nouvelle fonction à ces édifices. Je pense que là, il y a une forme de danger et il faut impérativement que dans l'ensemble des territoires approchés massivement par la manne étatique, avec l'appui du contexte associatif, il faut impérativement que l'on s'attache à déterminer la manière dont on va gérer ces éléments qui sont remis à neuf. Pour qu'ils soient vraiment un levier sinon, ils seront de croissance fermés et la dégradation reprendra son cours. Le danger, c'est d'accord. Il nous reste, M. Nabl, 3-4 minutes et on a encore 2 volets très importants à aborder. Alors, celui de la formation, parce que vous êtes architecte, mais vous avez enseigné pendant
17 ans à Oui, l'École nationale d'architecture. Comment jugez-vous aujourd'hui le cursus de la formation disponible au Maroc et comment ce cursus et ces formations peuvent-ils s'adapter aux changements, aux mutations? Vous en avez parlé tout à l'heure de l'ère du numérique, que les jeunes aujourd'hui sont sur une autre galaxie. Est-ce qu'on est prêt à vivre et à s'adapter à ces changements? Nos cursus, nos formations? Je pense que le cursus de formation ne touche pas seulement les établissements archéologie, architecture et l'achéré en termes en termes de gestion oui. Du patrimoine. Il touche aussi bien les bureaux d'études, il touche aussi bien les entreprises. Il faut des spécialisations dans tous les domaines pour que nous soyons rassurés sur le devenir du patrimoine. Comme il faut qu'il y ait des populations, parallèlement, qui soient initiées aux propos, qui soient associées, qui soient consultées par la création d'ateliers, oui. qui soient informées sur le devenir de leur environnement quotidien et leur contribution. Je pense qu'elle est majeure. Oui. Et c'est le rôle, encore une fois, de la société civile oui. de ramener vers l'ouvrage toutes ces populations. Alors, beaucoup de bonnes choses ont été faites, mais il y a de temps en temps, c'est normal malheureusement, des erreurs. Et là, vous vous assignez comme rôle l'association d'être justement un rempart. Vous êtes là pour alerter quand vous voyez qu'il y a des erreurs, des dérapages, des agressions, parce qu'il s'agit d'agressions envers les monuments historiques et le patrimoine. On se rappelle tous de la position de l'association et d'autres acteurs de la société civile au moment de la restauration du café mort des Oudaya. Ce n'est pas le seul exemple, malheureusement. Comment éviter qu'il y ait ce genre de dérapage, ce genre d'erreur à l'encontre de notre patrimoine, soit matériel ou immatériel? Là, pour le coup, c'était parce qu'on le voyait, parce que c'était physique, parce qu'il y avait une démolition, une reconstruction. Vous savez, là, je vais vous dire la vérité. Concernant l'Oudaya, ce qui a été fait est juste. Ce qui n'était pas bon, c'est la communication sur le sujet. D'accord. Et il y a eu une méprise totale sur ce qui se faisait. Aujourd'hui, l'Oudaya, on a كبرت فيها شيئا ما. J'avais quelqu'un de la famille très proche qui vivait, dans le lit était adossé au mur du café mort. Donc j'ai grandi quelque part. Et ce qui a été fait est juste. Simplement. Mais il y avait une levée de bouclier au départ parce que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. D'accord. Et on repose encore une fois la question de la communication et de l'association des riverains, de l'association de la société civile pour qu'on évite ces espèces de... Oui. Alors là, pour les Oudaya, on dit un petit mot parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et il y a des exemples, il y a des bâtiments, enfin, ça part d'une bonne intention, mais qui sont des gens qui jugent agressifs, comme la gare de Rabat-Ville, par exemple. On peut parler de la gare de Rabat-Ville, elle est là très librement. La gare de Rabat-Ville est un projet qui, d'une façon, sur le plan architectural, ça n'est pas parce que c'est un projet qui est fabriqué de métal et que c'est quelque chose d'absolument nouveau. Pas du tout. On peut parfaitement avoir des bâtiments contemporains à outrance et puis les déposer dans des sites patrimoniaux très sensibles. Est-ce qu'il est harmonieux avec le reste? Il faut l'art et la manière. Et ce qui a manqué là, c'est un problème d'échelle. Oui. C'est un geste qui a été un geste invasif et qui a rompu une magie sur un territoire. Oui. Et je me félicite en tant que citoyen de Rabat. Rabat, ça les mémoires. Je me félicite de cet arrêt et j'espère qu'on trouvera la solution pour ramener cet édifice à sa juste proportion. On l'espère aussi. Dernière phrase, dernière chose, à quand la prochaine édition des Journées du patrimoine? Écoutez, nous avons aujourd'hui, nous espérons naturellement pallier à la défection des Journées du patrimoine par des programmes très importants. La mémoire immatérielle, à travers l'hommage rendu au lycée Hassan II, au lycée Laymoul, au lycée Moulay Youssef, à Madaris Mohamed Khamis, entre octobre et septembre prochain. Comme nous avons un très beau projet, magnifique, et j'en appelle à votre contribution à ce projet, qui s'appelle Derbna, et qui est un projet qui vise à
à relier les ensembles historiques anciens avec tous ces territoires laissés en jachère, qui sont Douar Doum, qui sont Yacoub Mansour, qui sont le Mahadid et l'Akhiré. J'espère qu'on aura l'occasion, ça mérite un entretien à ce aussi. sujet. J'espère vous revoir pour en parler. Fikri Ibn Abdallah, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes architecte et président de l'association Rabat Saleh Mémoire. Merci monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.